We have to come back. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième conversation à The Bureau. Sur le thème, donc, les bâtisseurs de monde peuvent-ils impacter le monde de demain? Et si oui, comme on l'imagine, comment? Avec nos deux invités, à savoir l'artiste donc Laurent Grasso et l'architecte Franklin Azy, que je remercie vivement d'être venu ce soir. Je crois que chacun voulait d'abord se présenter et présenter un petit peu son travail de manière à clarifier un petit peu tout cet aspect en fait, de leur œuvre avant qu'on commence à discuter. Laurent, donc je te laisse la parole peut-être. Oui, bonsoir. J'ai choisi quelques projets pour les personnes qui connaîtraient pas mon travail. Donc je vais vous présenter rapidement quelques projets. Ça, c'est la première image qu'on voit là, c'est une installation au Palais de Tokyo. Palais de Tokyo 2009, une installation qui s'appelait HARP, qui est la reproduction d'un champ d'antenne d'une base de recherche militaire qui est située en Alaska. C'est une base qui est assez mystérieuse et j'avais reproduit dans le plus grand espace du Palais de Tokyo cette base qui est un endroit très intriguant parce qu'on ne sait pas exactement quel est son fonctionnement, quelle est son application et que c'est un support de projection pour énormément de théories conspirationnistes et une des théories les plus amusantes et les plus intéressantes, c'est celle qui prétend que cette base pourrait déclencher des catastrophes à distance. C'est un film qui s'appelle Polaire, qui a été fait aussi il y a une dizaine d'années. Et c'est un film qui fait partie d'une série qui consiste à créer des catastrophes imaginaires. Donc là, c'était un nuage de pollen qui envahit Berlin et dont les particules sont attirées par toutes les sources électriques de la ville. Un autre film réalisé, celui-ci en 2006, où on voyait un nuage dans les rues de Paris. Et ce film s'appelait Projection. Voilà, ça, c'est une commande publique pour l'université d'optique à Talence. Donc c'est une sphère géodésique qui tourne très lentement. Une installation à Paris sur le toit de la Samaritaine qui s'appelait Du soleil dans la nuit. Là, c'est un projet qui s'appelle Solar Wind autour des vents solaires. Et c'est un projet sur le périphérique, sur 2 silos à béton dans le 13e arrondissement. Et on voit une animation qui disons, représente en temps réel l'activité du Soleil avec des données qui nous sont fournies quotidiennement par différents laboratoires. Donc c'est un espèce de baromètre des vents solaires. Les vents solaires étant une nouvelle menace aujourd'hui qui peut affecter différentes on va dire, installations électriques dans le monde. Un autre film avec une autre catastrophe imaginaire, Soleil double, qui était le titre d'une des expositions que j'ai faites à la galerie Perrotin. Celle-ci était il y a 5 ans, je crois. Et donc le film, on peut avancer. Voilà, le film consiste en une succession de visions d'une ville qui s'appelle Eur, à côté de Rome, donc construite dans les années 30 avec une architecture très autoritaire, fasciste. Et 2 soleils apparaissent dans ce décor. Voilà, c'est une série de peintures qui fait allusion à tous les films où les catastrophes qui sont imaginées dans les films apparaissent dans des décors 16e siècle ou différentes hautes périodes. Et c'est une manière de resituer dans l'histoire différents phénomènes contemporains pour prendre un petit peu de distance. Donc là, on a d'autres peintures de cette série. Là, c'est un tremblement de terre. Voilà, différentes catastrophes qui ont donné lieu aussi à cette série d'objets où je reprends à chaque fois une catastrophe. Là, c'est l'éruption du Vésuve en 79 et donc la destruction de Pompéi. Et un objet à chaque fois archéologique qui est
mélangé à un néon et une peinture. Donc là, un extrait rapide du dernier film présenté à la Galerie Perrotin en septembre, Auto, qui est un film qui a été tourné dans des sites sacrés aborigènes, filmé avec des caméras thermiques et hyperspectrales. L'idée du film, c'était de montrer, grâce à de nouveaux outils, le rayonnement de certains endroits qui sont supposés être forts ou avoir un certain pouvoir, et d'avoir une espèce d'anthropologie un peu futuriste où on essaye de capter l'énergie de ces lieux avec différentes prises de vue, et aussi, on va le voir là, la création d'effets spéciaux et de sphères qui se déplaçaient à l'intérieur de ces paysages. Voilà, je m'arrête là pour laisser la place à la discussion. Merci Laurent, merci pour cette présentation. Je rappelle d'ailleurs que pour ceux que le travail de Laurent intéresse, il existe un très très beau livre que vous pourrez découvrir là-bas et qui fourmille de détails sur les différents sens possibles, interprétables avec l'œuvre de Laurent. Mais je vais laisser Franklin se présenter. Franklin Azy, l'architecte. Aujourd'hui, je représente un peu l'industrie pollueuse, parce que en fait, l'industrie de la construction, c'est la première industrie qui pollue. Donc avant d'arriver au cataclysme, peut-être que Laurent a décrit et décrit souvent dans ses œuvres, je vais essayer de vous présenter très très rapidement quelques projets et quelques démarches qui permettent d'accéder à une architecture peut-être un peu plus vertueuse d'un point de vue environnemental. Le premier projet, c'est un projet qu'on réalise en collaboration avec deux agences parisiennes qui s'appellent Chartier d'Alix et Ardel Le Bihan, avec un groupement d'architectes qui s'appelle la Nouvelle AOM. Et c'est un bâtiment, c'est une pure réhabilitation de la tour Montparnasse, que beaucoup de gens connaissent, mais qui, je pense, est l'illustration d'essayer de ne pas reproduire certaines erreurs qui ont été faites à une époque. Et notamment, certains politiques, certaines personnes ont souvent dit qu'il fallait absolument démolir cette tour pour diverses raisons. Et notre groupement a absolument la conviction qu'elle a déjà assumé tout son carbone depuis 50 ans et que ce serait une aberration de la démolir, et qu'il faut au contraire lui redonner une vie d'usage, de destination, et qu'elle devienne absolument exemplaire d'un point de vue environnemental. Peut-être si on passe aux prochaines diapos. La vue qu'on voit, la vue qu'on voit ici, c'était autrefois un local technique sur un étage qu'on va transformer en parc au 14e étage. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vient retravailler toute l'enveloppe du bâtiment, c'est un manteau, on vient remettre un nouveau manteau plus performant sur la tour, ça libère d'anciens locaux techniques qui vont venir être anoblis à différents niveaux de la tour. Là, on voit aussi dans ce projet-là l'idée de passer d'une tour noire à une tour très transparente. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas un caprice d'architecte, c'est qu'à l'époque, la seule solution qu'avaient nos architectes, c'était de mettre des rébanes sur les bâtiments, de les protéger du soleil avec des vitrages foncés. Mais ça devient aberrant parce que quand on protège avec des vitrages foncés, on a besoin de beaucoup d'éclairage artificiel à l'intérieur de la tour. Donc quelque chose qui a l'air d'être un geste intéressant d'un point de vue environnemental devient un contre-exemple après. Donc on a créé une sorte de double pot dans la façade avec la nouvelle AOM qui va permettre de protéger naturellement la façade et d'avoir une façade beaucoup plus transparente. Autre élément important, j'en parlais tout à l'heure sur l'industrie très polluante de l'architecture, c'est que on parle d'une ville qui se reconstruit sur elle-même, qui est une des solutions pour éviter d'avoir des surconsommations de matières premières. Il y a quelque chose qui est extrêmement important dans l'architecture aujourd'hui, c'est le recyclage des matériaux. On consomme aujourd'hui à 350 tonnes de déchets en France liés à la construction de l'architecture. On a décidé avec le groupement La Nouvelle AOM notamment de récupérer tous les vitrages de la tour. Alors, les vitrages représentent 40 000 m², c'est très très conséquent, puisqu'en fait, si on devait les évacuer en dehors du site, ce serait 6 mois de camion non-stop qui évacuent juste le vitrage. Donc pour éviter d'avoir ce traumatisme initial de la construction de la tour, en 1973, on a souhaité réemployer tous les matériaux à l'intérieur de la tour. Donc ce que vous voyez à droite de l'image, ce vitrage noir qui est plaqué sur les ascenseurs, il y a 30 ascenseurs dans la tour,
et en fait un parement intérieur qui était les anciennes façades de la tour. Alors, autre élément important, c'est que ce bâtiment, à notre sens, a été mal aimé, mais pour de très mauvaises raisons. Pas forcément d'un point de vue esthétique, comme ce que tout le monde semble dire, mais parce que c'est un bâtiment qui n'a pas de destination. La tour Eiffel a failli être démolie 4 fois. Les intellectuels de l'époque disaient que c'était un bâtiment atroce. Mais notre conclusion dans le groupement, dans ce collectif La Nouvelle OM, c'était de dire qu'il était mal aimé parce que ce n'était pas un lieu de destination publique. La plupart des verticalités dans Paris ont souvent des vocations publiques, que ce soit Jussieu, la Tour Eiffel, le nouveau TGI, le tribunal de grande instance de Paris. Souvent, ils ont cette vocation publique et on est dans une domanialité entièrement privée en ce qui concerne la tour. Donc on a réintroduit des programmes d'hôtellerie, de restauration. Alors on va peut-être passer un petit peu plus vite sur le projet, et une grande serre agricole en partie haute sur le toit de la tour. Autre projet dont je voudrais parler, c'est toujours pour parler du débat entre la construction neuve ou la réhabilitation. Il y a beaucoup d'écoles de pensée. Moi, je fais partie de l'école de pensée qui dit que la ville doit se reconstruire sur elle-même pour justement pas trop consommer de matières premières. C'est un projet qu'on a fait dans le 7e arrondissement à Paris qui s'appelle Beau Passage, dans lequel on est venu retravailler des façades historiques, mais de manière hyper chirurgicale, en créant des fenêtres contemporaines, mais sans démolir, et en venant travailler cette trame de fond comme étant la trame de l'histoire. Autre élément intéressant, c'est la réhabilitation d'un bâtiment de Jean Prouvé à Tours. Alors quand on parle d'architecture modulaire, évolutive, flexible, ce qui est intéressant aussi de considérer dans l'architecture, c'est que quand on conçoit un bâtiment, il faut déjà prévoir la réhabilitation de son bâtiment 50 ans ou 100 ans plus tard. Ce que les architectes ne pensent pas toujours, encore une fois. Et un architecte comme Jean Prouvé, qui d'ailleurs n'en était pas forcément un, a fait ce bâtiment avec Zerfus, à qui on doit aussi le CNIT à la Défense, et ont déjà réfléchi et anticipé à la mutation d'un bâtiment. Et c'était extrêmement simple finalement de réhabiliter ce bâtiment, puisqu'il avait été conçu comme une trame poteau-poutre. C'est comme une grille très simple dans laquelle il y a des remplissages de fenêtres. Et ces fenêtres ne sont pas structurelles. Donc quand on doit améliorer un bâtiment, des performances d'un bâtiment, au lieu d'avoir à démolir tout le bâtiment, on garde le squelette et on interagit ponctuellement là où c'est nécessaire. Ça, c'est un autre projet qu'on vient de réaliser à la Défense, qui est la réhabilitation d'une tour. La tour avait été réhabilitée en 2000, avec une façade qui était déjà très performante. Donc effectivement, le premier geste d'un architecte, c'est de se dire j'ai envie de laisser ma patte, il y a le système d'ego, donc je vais retirer la façade et remettre une nouvelle façade. Mais quand on analyse le bâtiment, on se disait que cette façade était encore performante. Donc on a réussi à travailler un bâtiment sans en changer forcément l'image, mais à lui redonner un nouveau caractère. Prochaine diapo, avec la création de plein d'espaces de vie à l'intérieur. C'était des bâtiments qui étaient faits dans les années 60, donc il y avait tous les défauts d'usage des années 60, c'est-à-dire qu'en fait on travaillait dans des bureaux, comme dans le film de Jacques Tati, mais il n'y avait pas tous ces espaces de convivialité qu'on voit par exemple aujourd'hui, qui font que ces bâtiments sont arrivés en obsolescence d'usage, de cette manière. Donc on a réintroduit tous ces éléments. Autre projet qui est plus un projet urbain, qui est le projet de la réhabilitation de Seine-Rive-Gauche à Paris, sur 2,5 km, qui vont du musée d'Orsay au Quai Branly, où là c'est essentiellement un travail notamment sur ne pas toucher un existant, mais de venir de manière pelliculaire travailler des usages avec des mobiliers, des agrès de sport, des signalétiques. Autre projet, c'est l'école des Beaux-Arts de Nantes, qu'on vient de livrer il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'une réhabilitation d'un patrimoine industriel. Quand je dis que la ville se reconstruit sur elle-même, on a, nous, à une époque en France, énormément construit de bâtiments industriels qui ont une vocation, et dans leur ADN, une vocation à muter, c'est-à-dire à se transformer. Et la plupart du temps, un bâtiment industriel devient un bâtiment culturel. Pourquoi culturel? Parce que c'est des grands volumes, c'est des grands espaces, qu'on peut exposer des choses. Et nous, on a souhaité le transformer en école des beaux-arts. C'est une manière aussi pour les étudiants artistes de travailler dans des conditions de très grande échelle, des conditions monumenta, comme ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire dans leur ancienne école. Prochaine diapo. C'était la façade avant, qui est un bâtiment inerte et opaque. Revient diapo d'avant. Et on a entièrement éclairé les façades pour finalement apporter la lumière, qui est la matière première de certains artistes.
Et on a travaillé en poupée russe. Comme c'était des grands volumes vides, c'était comme des grands parapluies, on a travaillé un bâtiment dans le bâtiment. Donc c'est des bâtiments que vous voyez en transparence blanc qui sont juste derrière les façades transparentes. Ça, c'était la façade avant et la façade après. Encore une fois, je parlais du squelette tout à l'heure, qu'un squelette peut permettre la mutation d'un bâtiment. Un bâtiment industriel, c'est l'exemple type d'un bâtiment qui peut facilement muter, qui peut changer de destination, changer d'usage et permettre ainsi une modification majeure. Voilà, on va plutôt laisser place à la discussion, parce que moi, je n'avais pas prévu de faire des diapos, mais allons-y. Alors, en effet, ces présentations des travaux de Franklin et Laurent étaient un petit peu improvisées, mais je pense que désormais, pour tout le monde, il est clair que l'un comme l'autre sont investis assez fortement d'une conscience quant au monde qui nous entoure. Je dirais que Laurent, c'est un élément qui revient beaucoup dans son travail depuis le début et qui est décrit par tous ces exégètes, joue avec les temporalités afin de nous questionner d'une manière assez prégnante sur un futur possible. Là où Franklin, lui, va plutôt jouer sur des géographies, des urbanités, et comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, il est très fier, il a raison, de pratiquer beaucoup de réhabilitation. Je crois que ça représente à peu près 50% du travail de son agence, ce qui est colossal. Et il ne l'a pas précisé, mais dans le projet de la nouvelle tour Montparnasse, le côté esthétique de la tour, ça va plaire à Laurent, ça je pense, parce que pour les deux, je crois que l'esthétique ne vient jamais en premier. Il y a d'abord une recherche de sens, une recherche d'efficacité qui est très très forte chez les deux. Et par exemple, sur le projet de la nouvelle tour Montparnasse, donc, la considération esthétique vient seulement en 5e sur les 5 arguments forts qui constituaient ce dossier et qui leur ont permis d'obtenir. C'est-à-dire qu'en premier, on avait l'idée d'une révolution énergétique, l'idée de créer des énergies renouvelables, d'avoir des façades qui allaient, d'avoir des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, enfin des trucs complètement révolutionnaires aujourd'hui. Et de la même manière, dans le travail de Laurent, ce questionnement donc par rapport au monde est, je dirais, presque continuel, quoi. Comment, est-ce que vous vous souvenez de comment cette conscience du monde, cette envie de nous questionner est arrivée chez vous? Est-ce que c'est arrivé au moment où vous avez eu l'envie d'être artiste, ou alors est-ce que ça s'est formulé de manière progressive? C'est vrai qu'il y a plusieurs types de pratiques artistiques. Me concernant, mon travail a toujours été une espèce d'outil pour comprendre le monde et avec au départ parfois peut-être un intérêt un peu sociologique, anthropologique et en tout cas aussi une transdisciplinarité dans le sens où je collabore énormément avec des architectes, des scientifiques, des chercheurs. Chaque projet, c'est un peu comme un film, un nouveau film. Je m'inscris pas mal dans le processus de travail cinématographique, en fait, puisqu'en plus, le point de départ, souvent, de mes expositions, c'est un film. Et donc, chaque film m'amène dans différentes situations à explorer voilà, différentes parties du monde qui nous entourent. Donc, ça va des terres aborigènes. J'ai fait, il y a 2 ans, un projet avec l'Élysée où je filmais le bureau du président de la République pour montrer quel est le décor et quel est le cadre dans lequel s'exerce le pouvoir en France. J'ai fait après plusieurs films dont on en a vu certains qui sont plus, comme je disais, des catastrophes imaginaires. Et donc à chaque fois, il y a ce point de départ qui voilà, m'amène parfois à voyager pas si loin que ça, mais c'est en tout cas une manière de décrypter toutes les institutions, toutes les sources d'influence qui façonnent notre conscience. Merci Laurent. Franklin, j'ai l'impression que chez toi, cette conscience-là a été évolutive dès le début et que cette nouvelle tour Montparnasse pourrait en être un petit peu le paroxysme. Je vais juste revenir sur ta dernière question, sur le sens et l'esthétique. C'est évident que si, dans un concours d'architecture, si c'est un combat d'esthétisme et de forme,
on arrive à des mauvaises solutions de cette manière. C'est-à-dire que ça a eu lieu à une époque de juger d'un bâtiment sur son enveloppe finale, esthétique, cosmétique. Dans le cadre du projet qu'on a fait avec la nouvelle AOM sur Montparnasse, c'est vrai qu'on a eu 1 an de concours avec 7 très grandes signatures mondiales qui ont concouru en même temps que nous. Et les membres du jury ne comprenaient pas forcément notre démarche au début, parce qu'ils s'attendaient à avoir une écriture anglo-saxonne, c'est-à-dire vraiment un packaging, un flacon de parfum autour d'une tour. Et on a mis très très longtemps à leur dire que finalement, comme ça avait été une tour qui avait été d'une certaine manière mal aimée, il fallait qu'on en comprenne le sens pour qu'elle soit enfin acceptée. Donc le sens ne passe pas forcément par l'esthétique et la cosmétique. Bien entendu, on est très attaché, nous, à l'agence Nouvelle AOM notamment, à un résultat formel à la fin. Mais il émane de plein de résolutions techniques fondamentales, de recherche environnementale, et finalement la forme, elle n'est jamais gratuite. Et je pense que ça peut être compris aussi par la génération à venir, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité dans la construction, et que cette responsabilité dans la construction, elle donne forme à une nouvelle esthétique aussi, qui n'est plus... c'est vrai que si on compare la fondation LVMH avec le projet qu'on a voulu faire pour la Tour Montparnasse, ce ne sont pas les mêmes enjeux initiaux. Clairement, il y en a, à mon avis, un qui est le nôtre, qui est d'abord de travailler le bonheur des usagers, la diminution des consommations énergétiques, s'inscrire dans un travail vertueux de l'architecture d'une ville qui se reconstruit sur elle-même. Et probablement que dans l'autre, c'est plus la vision subjective, égocentrique d'un architecte qui se rapproche d'un artiste. Moi, je ne suis absolument pas un artiste, et je le redis aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un technicien de l'architecture, même si ça paraît péjoratif, ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, la compréhension d'un projet d'architecture est devenue hyper technique maintenant. Ça demande de connaître beaucoup de disciplines pour résoudre une équation qui est multiple. En effet, et c'est d'ailleurs une problématique à laquelle doit être confronté Laurent, puisque les artistes de son calibre, j'ai envie de dire aujourd'hui, travaillent également un peu comme les architectes, avec des studios dans lesquels vont évoluer de manière assez collégiale des ingénieurs, des scientifiques, des philosophes. Et ce que vient de dire Franklin doit te parler, Laurent, d'autant plus, car tu répètes assez souvent que, si je ne me trompe pas, toi, tu n'aimes pas faire des œuvres qui ont l'air d'œuvres d'art, en fait. Donc il y a cette volonté assez récurrente chez toi de t'extraire un peu du cadre pour aller plus loin. Oui, ce qui m'intéresse dans les objets que je produis, dans les films, c'est de provoquer des questionnements et de susciter parfois de l'inquiétude, parfois de l'incompréhension, mais de ne pas afficher d'emblée les objets comme des œuvres d'art. C'est-à-dire que effectivement, l'idée, c'est plutôt que la forme est l'aboutissement d'un processus de recherche, de collaboration et de questionnement. Et elle arrive à la fin, mais elle n'est pas là juste pour elle-même. Et d'ailleurs, souvent, dans les objets que je propose, il y a une certaine ambiguïté que je cultive qui fait que on place le visiteur face à un objet qu'il n'arrive pas à appréhender facilement. Les peintures, par exemple, on ne sait pas comment elles ont été faites, si elles ont été produites et qu'on a placé des éléments en plus, comme certains artistes peuvent le faire d'ailleurs. Donc il y a toujours cette volonté de créer un objet qui est traversé par différentes questions. Alors ça a l'air très théorique comme ça, mais en même temps, je pense que voilà, une personne qui arrive devant un de mes films va se poser certaines questions. La dernière exposition à la galerie Perrotin dont je parlais, en plus, j'ai choisi de travailler avec des ondes et l'espace était baigné par des fréquences qui étaient diffusées par différents instruments qui faisaient référence à des pratiques dans les années 30 où certains chercheurs construisaient des appareils pour guérir les gens avec des ondes. Donc voilà, tout ça est effectivement en plus beaucoup plus compliqué à tenir parce que moi j'ai choisi de ne pas faire un travail qui serait comme un logo, comme une espèce de marque qu'on peut identifier à tous les coups au milieu de 1000 autres œuvres. Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes, il y a énormément... voilà, c'est un milieu qui s'est développé de manière très forte. Mais il y a aussi des œuvres qu'on reconnaît tout de suite, et pour moi, ce n'est pas forcément un gage de qualité.
voilà, c'est une autre discipline. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Si, tout à fait. On a donc bien compris que tu n'étais pas Jeff Koons. Mais en revanche, ce questionnement que vous vous posez nous permet d'arriver un petit peu à la problématique donc, de cette conversation, puisque je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent aussi des questions et que des architectes ou des artistes peuvent les aider à trouver éventuellement des réponses sur le monde d'aujourd'hui, leur implication dans le monde d'aujourd'hui. On parle beaucoup, enfin, parfois même, c'était l'idée de ces conversations, de sortir un petit peu du côté dogmatique et accusatoire quant à savoir de quoi serait fait le monde de demain. Et moi, ce qui m'intéressait par rapport à vos travaux respectifs, et tu mentionnais ta dernière exposition chez Emmanuel Perrotin, puisque Laurent est à la galerie Perrotin à Paris, à la galerie Sean Kelly à New York, Otto, donc, moi, c'est ce qui m'avait surpris dans cette exposition, c'était le rapport que tu entretenais avec des civilisations presque disparu, l'idée de montrer que finalement notre environnement, notre planète a son propre mode de fonctionnement qui peut nous échapper, et on touche à la partie un peu irrationnelle, presque métaphysique de ton travail. Franklin, toi tu parles de préserver la ville pour ne pas gâcher finalement, et essayer d'évoluer avec une certaine idée philosophique du travail que tu peux développer. Comment vous imaginez, vous, dans la pratique de votre travail, prendre en compte toutes ces nouvelles problématiques qui n'étaient pas si prégnantes et si effrayantes, j'allais dire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. C'est pour dire à quel point ça va vite, quoi. Juste en introduction, j'ai dit que l'industrie que je représentais, la construction, l'acte de bâtir, c'était le premier geste, enfin, l'industrie la plus polluante au monde. C'est bien plus polluant que l'automobile. Donc moi, c'est un enjeu, derrière, il y a un enjeu politique énorme, c'est-à-dire dans la manière dont on va construire les bâtiments, dont on va penser le désassemblage, le démantèlement, il y a un enjeu qui est tout de suite extrêmement fort. Donc j'aurais tendance à dire, c'est pas que j'ai envie de faire que des réhabilitations. Tu disais tout à l'heure que je faisais 50% de réhabilitation à l'agence, mais c'est devenu un devoir. C'est-à-dire que démolir pour reconstruire, ça veut dire qu'on va perdre tout cet acquis de matières premières qui a déjà été assemblé une première fois, donc qui a déjà consommé d'énergie, qui a déjà eu un transport aller et un transport retour. Donc pour moi, c'est un devoir qui est en rapport avec mon métier, clairement. Ensuite, c'est une vision qui est, je crois, la vision que je peux avoir à l'agence, c'est une vision très européenne, en fait, parce qu'on a une démographie qui est assez stable, pas galopante, pas comme dans les pays en voie de développement, dans lequel l'acte de bâtir est encore plus violent. C'est-à-dire qu'on est obligé de construire très vite, comme on a été obligé de construire à l'après-guerre en France, qui a d'ailleurs fait naître des architectures. On est quand même dans une évolution de l'architecture en France qui est beaucoup plus stable que dans les pays émergents. Donc la réhabilitation semble une réponse partiellement à la reconstruction de la ville sur la ville. Mais j'aurais peut-être pas la même discussion si j'étais architecte chinois ou si j'étais architecte en Inde ou en Afrique. Justement, cette rapidité d'exécution, cette rapidité de production, quelque part, qu'on va retrouver partout ailleurs dans le monde, à part peut-être en Europe, est-ce que c'est pas un peu un problème, justement, pour toi, pour aller vendre des projets, de la même manière que pour toi, Laurent, quand tu es en recherche de sens, que, comme on peut le constater en lisant tous les articles qui sont consacrés à tes travaux dans le livre que j'appelle le livre jaune, alors qu'on est vraiment dans une époque, tu parlais d'époque cosmétique, c'est quand même un sacré challenge pour vous de décider, c'est presque un acte citoyen, j'ai envie de dire, de décider d'aller dans cette direction-là plutôt que du côté un peu facile, easygoing, où semble aller la plupart des gens sans trop se soucier de savoir ce qui va se passer et d'être plus dans le divertissement presque. Ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de provoquer une forme de distanciation par rapport aux pratiques qui sont aussi celles de nos collègues. Voilà, je pense qu'après, chacun a une espèce de processus de travail, de réflexion. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de trouver des zones incertaines dans le monde qui nous entoure et qui amènent à réfléchir parce qu'elles nous mettent dans une position un peu instable. Ça permet de remettre en question même des questions qui ont l'air très évidentes, comme celle dont on parle ce soir, c'est-à-dire l'anthropocène, le problème du climat. Il y a beaucoup... Par exemple, dans l'exposition dont je parlais avant, Soleil double, j'ai travaillé avec différents chercheurs qui travaillent sur l'environnement.
Et il y avait une histoire que j'avais trouvée très intéressante, c'était celle du tremblement de terre de Lisbonne. Frédéric le Grand, à l'époque, avait interdit dans son royaume qu'on mentionne le nom même de tremblement de terre, et que, en fait, voilà, le fait de parler de tremblement de terre était interdit. À l'époque, les tremblements de terre étaient comme une espèce de lieu de projection. On ne savait pas du tout comment ça marchait. Il y avait différentes communications scientifiques autour de ce sujet. Et voilà, c'était comme aujourd'hui, lorsque je parle des vents solaires, un endroit qui n'avait pas encore été exploré et étudié. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir toujours, même aujourd'hui, quelles sont les zones où on est encore dans cette position-là, d'ignorance en fait. Et je pense que parmi tous ces sujets, et même celui de l'écologie, on est encore forcément dans une position très incertaine. Même les chiffres qu'on nous donne, alors j'ai pas du tout une position sceptique par rapport à ça, hein, mais mon travail d'artiste, c'est de toujours interroger en permanence tous les flux d'informations que l'on peut recevoir. Et par exemple, une pratique que je trouve très on va dire, scientifiquement questionnante, c'est celle du géo-engineering, qui consiste à régler le problème du climat par des solutions technologiques. Donc, par exemple, modifier la composition des océans, envoyer différentes substances chimiques dans le ciel pour créer des barrières au rayonnement du soleil. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment borderline et en même temps, c'est aujourd'hui. Tu avais entendu parler, Franklin, de ce geoengineering et tu en penses quoi? Ça, c'est une fois que la catastrophe est arrivée. C'est les remèdes, disons, qui sont des remèdes scientifiques. Moi, je travaille en amont. Enfin, j'essaie de travailler en amont ces remèdes pour fabriquer des projets qui soient plus vertueux. Mais... Justement, vous avez la chance tous les deux d'avoir la possibilité assez fréquente de travailler avec des spécialistes qui figurent parmi les meilleurs chacun dans leur domaine. Le fait de côtoyer des gens comme ça, j'allais dire presque au quotidien pour développer des projets, pour essayer de trouver des solutions, est-ce que ça vous permet d'avoir une vision peut-être un peu plus précise ou d'aller plus loin que, j'allais dire, moi par exemple, qui ne suis pas en contact avec ces gens-là régulièrement? Disons que moi, je ne cherche pas à proposer des solutions, mais plutôt des questionnements. Je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions, mais c'est vrai que pour chaque projet, j'essaye de rencontrer différentes personnes. Autour du géo-engineering, j'avais rencontré Cliff Hamilton, qui avait écrit un livre sur le sujet. Et ce qui m'intéresse toujours dans ces explorations, c'est de se retrouver dans la situation où tout ça a l'air d'une fiction. C'est-à-dire que je suis parti du principe que le réel était souvent beaucoup plus intéressant et étrange que les fictions elles-mêmes. De la même manière que quand je parle de la base qui était tout au début de ma présentation, ARP, ça a l'air totalement fictionnel. Quand on en parle, on se dit bon, c'est une création de toute pièce. Parce que le projet, la forme, la localisation, tout suscite une espèce de question d'étrangeté. Ça n'a pas l'air crédible. Et en fait, ça existe. De la même manière que le projet sur le périphérique, SolarWind, il fait référence à ces tempêtes magnétiques générées par le Soleil aujourd'hui. Et ça m'amusait de travailler sur cette question, justement, parce que ça étendait un petit peu la vision de l'écologie autour de notre planète. Mais j'avais été sensibilisé à cette question de la météorologie de l'espace par le CNES, avec lequel j'avais collaboré. Et je trouvais cette notion aussi très intéressante, à la fois poétique et nouvelle. D'ailleurs, en parlant de climatologie de l'espace, je me souviens qu'en regardant une discussion que tu avais eue récemment, tu parlais même de diplomatie cosmique, et j'avais trouvé cette expression assez belle. J'avais envie de vous demander également, ce que je voulais ajouter, avant, c'est que quand tu dis ça, en même temps, c'est quand même le fait de prendre position, c'est-à-dire que le fait de mentionner le géo-engineering, par exemple, de fait, on comprend que c'est quand même une aberration probable. Donc, par induction, on s'érige plutôt contre. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ce que j'aurais envie de faire, quoi.
Est-ce que ça a beaucoup changé au cours de ces dernières années, la manière dont vous avez eu, vous, à titre personnel, envie de vous impliquer sur ces nouvelles problématiques? Encore une fois, je rappelle qu'il y a 5 ans, on en parlait très très peu. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même une chance inouïe parce que je ne sais pas si les gens qui ont eu la gentillesse de venir nous voir pensent la même chose, ni vous-même, mais on vit une époque d'éveil assez phénoménale, quoi. C'est-à-dire qu'enfin, aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est surtout, ça se sent surtout depuis 1 ou 2 ans, on se dit qu'il y a effectivement un espoir possible, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'aimais bien dans ton travail, c'est que la catastrophe est imminente, mais si tu regardes bien, si tu essayes de décortiquer un petit peu, tu sens qu'il y a quand même une issue. C'est pas c'est pas sombre, c'est pas forcément d'un pessimisme sans espoir. Tu es d'accord avec ça? Oui, l'idée n'est pas de plomber l'ambiance, mais pour autant de pointer des problématiques. Concernant la diplomatie cosmique, juste pour remettre ça dans le contexte, en fait, il y a un livre qui s'appelle Comment les forêts pensent, c'est Eduardo Kohn, qui a fait une étude très intéressante sur la manière dont la nature et tout ce qui est, on va dire, le non-humain produit une logique et produit une pensée et produit une forme d'organisation. Donc, en tant que tel, les arbres ne pensent pas, mais il a étudié justement tout ce que la nature peut produire comme système. Et lui se charge d'être un espèce de diplomate entre la nature, les arbres, la forêt et le monde des humains. Et en fait, c'est de là que vient cette idée de diplomatie cosmique. Merci Laurent, très bon livre que la petite librairie n'a pas réussi à obtenir dans les temps, mais qu'on vous recommande vivement. Franklin, la nature, pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas, pas encore extrêmement présent, à part incarné à travers certains projets récents, mais tu étais plutôt dans une sorte de sururbanité apprivoisée, si j'ai envie de dire. C'était un choix délibéré ou alors les projets ne se sont pas présentés qui t'ont permis de t'exprimer en milieu plus naturel? Je vais juste revenir, tu disais qu'on s'intéresse à ça depuis 2-3 ans. Moi, j'ai l'impression que dans mon domaine, on s'y intéresse plutôt depuis 20-25 ans. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de venir, mais en même temps, ça fait 25 ans qu'il y a de la recherche sur les bâtiments environnementaux, sur l'apport de la nature en ville. Et on est peut-être, nous, en France, un peu en décalage et un petit peu en retard par rapport à certains pays nordiques qui ont été très précurseurs là-dedans. Mais j'ai l'impression que nous, c'est un mode de fabrication qui est devenu standard. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de travailler sur des bâtiments, l'anticipation de justement la catastrophe thermique. Ce qui n'est pas encore demandé quand on construit un bâtiment, il y a des normes. Aujourd'hui, il y a des normes imposées, c'est la loi et il faut y adhérer. Mais ce qui est important aujourd'hui dans notre discipline, c'est d'aller au-delà des normes, ce qui est déjà très compliqué. C'est-à-dire que très probablement qu'à Paris, dans 20 ans, il y aura 5 degrés de plus. Et les bâtiments qui auront été conçus aujourd'hui vont devenir obsolètes. Donc moi, je me bats aussi sur la notion de l'immortalité des bâtiments. C'est-à-dire qu'en fait, si on suit la norme bête et méchant de manière scolaire, l'obsolescence des bâtiments, elle est tous les 5 ans. Donc on arrive à une absurdité de devoir démolir, refaire, redémolir à chaque fois qu'une norme se modifie. Et moi, je pense travailler sur notamment la pérennité des matériaux anciens. Il y a toute une génération de matériaux qui sont en train d'arriver, qui sont des matériaux dits modernes, scientifiques, mais qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés que la pierre de taille, que des bâtiments peut-être plus lourds, mais qui ont une pérennité extrêmement grande. Les pyramides égyptiennes tiennent toujours, mais un bâtiment qui a été construit il y a 5 ans ne tient plus. Donc on peut se poser une question aussi sur la pérennité des matériaux. Alors quand on dit pérenne, aujourd'hui, il y a un maître mot dans une sorte d'école de pensée environnementale qui dit qu'un bâtiment est environnemental quand il est léger, enfin, quand son poids est vraiment restreint. Pourquoi ? Parce que quand on doit approvisionner de la matière première, il faut que ce soit léger pour qu'il n'y ait pas trop de transport. Et quand on doit le démanteler, il faut aussi que ce soit léger pour qu'il n'y ait pas trop de transport de l'autre côté. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux construire un bâtiment avec des matériaux très très pérennes parce que ça va tenir des siècles et qu'on n'aura pas besoin de le démanteler. Donc voilà, notre métier, il a énormément changé depuis, par contre, 10 ans, parce qu'il s'est découpé en tout petits bouts.
Il y a 50 ans, un architecte, on prend Niemeyer ou Le Corbusier, il pilotait globalement un projet d'architecture. Et dans un projet d'architecture, il y avait un volume, un espace et des prises de courant fort. Voilà, ça se résumait à ça, un bâtiment. Aujourd'hui, il y a dans un bâtiment 40% du bâtiment qui est invisible, qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas pour ça que le budget a augmenté. Donc on doit aussi intégrer le côté intelligence technique d'un bâtiment, nécessaire à avoir ces performances dont on parle, mais avec les mêmes coûts de construction et avec la même technicité. Donc voilà, on a un métier qui est devenu extrêmement technique. Et quand je comparais l'architecture hyper formelle de l'architecture que j'estime être raisonnable dans ce qu'on produit à l'agence, on ne peut pas faire de l'architecture hyper formelle et en même temps intégrer ce prix de l'invisible dans l'architecture. Voilà. Laurent, est-ce que toi tu peux dire la même chose quant à la manière dont ton travail s'opère, au mode de production, sur le fait que Franklin avait l'air de dire par exemple que son métier même, de par ces nouvelles contraintes, de par ces nouvelles problématiques, en 50 ans, avait considérablement évolué pour devenir presque un autre métier en fin de compte. J'ai l'impression que l'absence de contraintes dans l'art à proprement parler permet peut-être d'aller beaucoup plus loin et d'impacter le présent quand Franklin, excuse-moi, quand Franklin commence à travailler sur un projet, il se passe, par exemple, la Tour Montparnasse, c'est un avant-projet que vous avez déposé quand pour finir par la voir cette année et qui sera prêt, il s'est passé quoi, 2024, donc ce sera passé presque 10 ans finalement, alors que toi, peut-être les temps de production étant moins longs, tu permets peut-être aux gens de se questionner dans un présent plus immédiat. Oui, c'est assez. De toute façon, c'est un petit peu compliqué de comparer deux pratiques totalement différentes. L'art, c'est justement, ça consiste à produire des objets qui n'ont pas vraiment de fonction, même si par ailleurs, moi, j'affectionne le fait de jouer avec la fonction des œuvres d'art et d'afficher des fonctions. Donc ça, bon, c'est la première différence de base. On n'est pas soumis à des réglementations, bien qu'aujourd'hui, ça devienne très dur d'intervenir dans les musées, parce que les règles sont devenues très strictes. Il y a énormément de choses qui étaient possibles il y a encore 10 ans, qui ne le sont plus ou qui deviennent compliquées. Pour autant, la pratique, c'est quand même de donner à penser et il n'y a pas de risque, même si moi j'ai une pratique de commande publique et de collaboration avec des architectes qui justement fonctionnent un peu à l'inverse de ce que je viens de dire et qui m'intéressent. De plus, dans mon studio, j'ai des architectes qui justement qu'on a un petit peu en fait convaincu de travailler et parce que justement ce temps était un petit peu trop long. Mais moi, les deux temporalités m'intéressent, c'est-à-dire que je fonctionne sur différentes temporalités. Il y a ces commandes où on est associé, alors pas du tout avec la même charge de travail, mais on est associé à la temporalité d'une architecture en train de se construire et de se penser. Et donc, du coup, ce sont des projets qui peuvent durer 4, 5, 6 ans parfois. Et il y a le temps des expositions où parfois on nous demande en 6 mois de concevoir une exposition dans un musée et il faut aller très vite. Et voilà, moi, c'est deux temporalités qui m'intéressent et qui sont complémentaires. Et je trouve que justement, le temps de l'architecture permet aussi de se poser, de revenir beaucoup sur des détails. C'est quelque chose qui s'inscrit plus aussi dans la durée, parce qu'il faut oublier que justement, on parle de cette forme d'écologie aussi dans l'art, parce que les expositions, elles durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est très peu, et c'est très frustrant. Alors évidemment, les œuvres durent plus longtemps que les expositions, mais comme aujourd'hui, pour beaucoup d'artistes dont je fais partie, l'exposition, c'est l'œuvre, c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, l'exposition ne dure que 3 mois, et l'expérience qu'on propose aux visiteurs disparaît. Et du coup, l'architecture et les commandes permettent de se réinscrire dans cette pérennité. Merci Laurent, je vois qu'on arrive
vers le moment fatidique des questions à nos invités. Avant de vous donner la parole, si vous avez donc des questions à poser à Franklin ou à Laurent, je voulais terminer en vous demandant si vous pouvez nous parler des prochains travaux qu'on aura la possibilité de voir aussi bien chez Franklin Asie Architecture que chez Laurent Grasso, et comment ils s'inscrivent dans cette conscience du monde d'une manière concrète, si c'est le cas. Oui, je peux parler peut-être des prochains projets, mais je voulais juste rebondir un tout petit peu sur la temporalité. La temporalité en architecture, c'est un exercice très très douloureux parce qu'on a envie de rivaliser avec des disciplines qui sont plus spontanées, mais en réalité, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup d'architectes qui s'inspirent du design, de la mode, etc. Mais c'est des temporalités très courtes. Donc on peut faire un instantané, on peut faire un polaroid de ces activités. Nous, la problématique, c'est que, en fait, un bâtiment, il est par essence intemporel, sauf quand on a décidé de faire du mimétisme d'un courant d'architecture. Mais quand on vit 8 ans de production, d'études sur un bâtiment, le hasard fait que c'est un bâtiment est réussi, mais c'est souvent quand la démarche est bonne en amont. Donc la forme et l'esthétisme, et j'en reparle, c'est une résultante, parce qu'on ne peut pas rivaliser avec des temps qui sont trop courts, et on est dans des temps très longs en ce qui nous concerne. Alors pour parler des prochains projets, à l'agence, on est en train de réhabiliter un bâtiment avenue des Champs-Élysées. On a un autre bâtiment avenue de la Grande Armée. Je ne sais pas pourquoi, on est sur l'axe historique en ce moment. On est en train de faire le concours d'ailleurs avec Laurent du pavillon de la France à Dubaï, le pavillon de l'exposition universelle à Dubaï, où on a d'ailleurs une approche très environnementale, mais dont je ne peux pas parler ce soir, parce qu'on est encore en compétition. Et voilà, on a plein d'autres projets. Merci Franklin. Laurent, tu ne parleras pas du projet de Dubaï, donc on a compris, mais autre chose peut-être? Non, les prochains projets, il y a une commande que j'inaugure samedi à Rennes, dans le couvent des Jacobins. C'est le Palais des Congrès à Rennes qui vient d'être réhabilité par Jean Guervilly. Et donc, c'est une commande qui a duré quelques années où j'interviens dans les baies du couvent. Et donc, on a conçu des prismes qui tournent à l'intérieur de ces fenêtres qui font 4 mètres de haut. En janvier-février, il devrait y avoir l'inauguration d'une commande pour l'Institut de France. Donc, où un autre architecte, Marc Barani, a créé un auditorium dans la cour intérieure et on crée des objets lumineux qui vont être installés dans la cour. Et normalement, en 2020, on est en réflexion pour un projet au musée d'Orsay. Voilà. Merci Laurent, merci Franklin. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient poser des questions? Très bien. Bonsoir. Donc c'était très intéressant, merci beaucoup. Ma question, vous pouvez répondre aussi, Franklin, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. Je la pose plus à vous, Laurent. Vous avez dit que dans vos œuvres, que oui, vous aimez confronter vos spectateurs à des questionnements. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est très au courant de ce qui se passe, on a beaucoup d'informations concrètes sur ce qui se passe sur la planète. Est-ce que vous pensez que du coup, le mystère, ça peut devenir une nouvelle forme de solution? Je ne sais pas si ma question est claire, mais si en fait, confronté au mystère, vu qu'on est quand même tout le temps au courant de ce qui se passe, ça peut être un nouveau moyen de mettre face à des questionnements qui pourront aboutir plus facilement à des choses concrètes. Oui, c'est sûr que la position d'un artiste ou de toute personne qui produit du contenu, entre guillemets, est problématique puisqu'on est traversé par des flux d'informations. Il faut se positionner par rapport à ça. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas la prétention d'informer ou bien de dire ce qu'il faut penser d'une certaine situation. Voilà, c'est ce que font d'autres artistes. Moi, j'ai toujours opté pour une pratique qui ne contenait pas de message, mais pour plutôt essayer de développer un sens critique et une espèce d'instrument pour penser le monde. Et c'est vrai que ça vient, je pense même de manière presque cognitive,
par des situations instables, mystérieuses, qui sont appelées à changer notre point de vue sur le monde, plutôt qu'une œuvre où on nous dirait, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser comme ça. Et on est suffisamment effectivement entouré par des messages et par justement pas forcément des informations, mais des choses qui influencent notre manière de penser et qui sont là pour nous faire penser d'une certaine manière. Et je pense que le rôle d'un artiste, c'est de peut-être, oui, re-questionner les choses et aussi réenchanter le monde, puisqu'on est aussi dans une espèce de perte de sens générale où voilà, tous les systèmes de croyances ont été petit à petit détruits, parfois pour de bonnes raisons en plus. Et il y a moins cette croyance. Et moi, j'essaye de trouver des zones où notre rapport au monde peut être effectivement réenchanté parce qu'il y a des possibles qui s'ouvrent, des perspectives intéressantes et qui peuvent faire rêver, j'espère, de temps en temps. J'avais une question. Alors, sur le champ de l'art contemporain, on connaît des artistes qui utilisent le questionnement de la nature comme matière première, soit concrètement dans land art, soit comme notion onirique chez Olafur Eliasson, ou la sculpter la lumière, enfin se servir de la nature comme matière première. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'expériences, ou alors des expériences collectives qui réfléchissent à la question du recyclage, du développement durable, etc. Ou alors sur des expériences ponctuelles où on va utiliser des déchets, on va utiliser des objets, et on a un problème qualitatif parce que les artistes qui devraient être là souvent ne sont pas là. Donc sur le champ de l'art contemporain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un dialogue et c'est lié à d'autres contingences, mais d'échanges réels sur cette question dans l'utilisation des matières, notamment dans les œuvres monumentales ou des choses comme ça, ou les travaux proches de l'architecture. Et dans le champ de l'architecture pure, pour le coup, là c'est une question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que vous avez des initiatives individuelles avec des process que vous mettez en œuvre, notamment sur la Tour Montparnasse, mais je n'ai pas le sentiment, vous allez peut-être me corriger, qu'il y a un dialogue interprofessionnel avec des solutions concrètes, des process, pour essayer de trouver des solutions collectives, en fait, pour gérer un problème collectif. Je vais répondre à la dernière question. C'est pas une action isolée, hein. C'est pas, notamment sur le projet de la Tour Montparnasse, on est quand même dans une démarche qui est une démarche globale. Je pense qu'avant de parler d'architecture et d'objets, j'ai parlé tout à l'heure de l'œuvre d'art comme un objet, avant l'architecture, il y a l'urbanisme. Et la première source, finalement, de problématiques environnementales, elle vient de l'urbanisme. Elle vient des transports, elle vient du fait qu'on délocalise de manière journalière des populations pour aller de l'Est à l'Ouest. Donc c'est le tissu urbain qui fabrique une partie de la solution environnementale. Et ça, j'en ai la conviction. L'objet architectural, il vient bien après. Donc je pense qu'il ne faut pas dire que ce sont des actions isolées, parce que je pense que chaque agence d'architecture aujourd'hui, et notamment je pense celles qui ont vraiment une vision européenne de la ville, de la reconstruction de la ville, travaillent dans la même démarche que nous à la Nouvelle AOM ou dans mon agence. Donc j'ai vraiment pas l'impression que ce soit isolé. Et surtout, je pense que, encore une fois, c'est une discipline qui a été très précurseur. On voit aujourd'hui, moi je suis très étonné que le milieu de la mode, par exemple, fasse des défilés de mode, les démonte le soir même et que ce soit une aberration environnementale. J'ai l'impression qu'on n'est pas suivi, par contre, d'un point de vue médiatique. C'est pas nous. Nous, on fabrique la ville de manière raisonnable, respectueuse. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la presse, notamment professionnelle, ce qui apparaît comme projet d'architecture, c'est pas ceux qui sont ce que j'appellerais l'architecture ordinaire, qui est pour moi la plus respectueuse, celle qui construit 99% de la ville, mais c'est l'architecture emblématique des 0,1% d'une architecture trop formelle. Et là, c'est là où je dis que, encore une fois, je suis droit dans mes bottes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est plusieurs à réfléchir dans ce sens-là. Par contre, ce qui est montré de l'architecture, c'est celle qui est la moins vertueuse. C'est ça qui me pose problème. Et c'est aussi celle qu'on enseigne aux étudiants. Les étudiants n'ont que des images en tête d'architecture qui ont ce qu'on appelle maintenant l'effet waouh, qui est un truc qui, moi, me fait absolument hurler. Parce que l'effet waouh, il va à contresens de tout ce que peut être une construction respectueuse de la ville, d'un bâtiment qui discute avec un autre, qui se fabrique en interaction. Et donc voilà, je défends en tout cas notre profession pour dire qu'on est assez bien organisé, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et deux, que ça fait longtemps qu'on réfléchit sur ces questions. Voilà. Bonsoir, merci tous les deux pour vos interventions. J'ai d'abord quelque chose que je voulais dire à Laurent
qui n'est pas vraiment une question. Je voulais le remercier de parler de harpe et de geoengineering, parce que même en tant qu'artiste, ça ne doit pas être évident. Mais j'ai une question qui est plutôt pour Franklin par rapport à l'architecture. En fait, moi, je suis affilié à MBDC, qui est la maison mère du Cradle to Cradle. Et je voulais savoir si le travail de Bill McDonough, en tant qu'architecte et un des penseurs fondateurs de l'économie circulaire, a une importance justement dans votre travail par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà, construire des bâtiments comme des arbres, des villes comme des forêts. Je ne sais pas si ça vous parle. Et aussi tout ce qui est build positif pour répondre à un travail collectif. Pour ceux qui ne connaissent pas, le cradle to cradle, c'est le fait de réutiliser des matériaux, de leur retrouver un usage différent. Je prends un exemple, quand on démolit une dalle en béton dans un bâtiment, on peut le concasser, en faire des cailloux, et ça va devenir des graviers dans une allée plantée. Je pense que la plupart des raisonnements, tu parlais du cradle to cradle, je pense que la plupart des réponses, encore une fois, sont dans l'urbanisme. C'est pour ça que je ne veux pas trop parler de l'architecture en tant qu'objet. On a un travail environnemental sur un objet d'architecture à être positif d'un point de vue énergétique, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est la résonance qu'il peut y avoir entre les programmes dans la ville. Par exemple, des bureaux produisent beaucoup de chaleur pendant la journée. Voilà, parce que dans des bureaux, il y a un corps humain, c'est un radiateur, et un ordinateur, c'est un autre radiateur. Donc il y a 2 radiateurs pour 8 mètres carrés. Et cette chaleur, elle est emmagasinée pendant la journée, et alors que pour les logements, on a besoin de chaleur le soir. Donc si on arrivait à mutualiser, à ce que les programmes dans la ville se répondent, c'est ce qu'on appelle la grid city, c'est que, en gros, un bâtiment va donner de l'énergie à un autre, généreusement, parce qu'il en a fabriqué pendant une période de la journée et qu'il va le redistribuer à une autre période. Mais encore une fois, toutes ces idées de la grid city, de la ville intelligente, de la ville généreuse qui va redistribuer ou compenser son énergie, elle n'est possible que si le territoire est géré de manière politique, que si les enjeux immobiliers ne sont pas que des enjeux privés. Donc il y a vraiment la révision complète d'une métropole qui dialoguerait, voilà, en termes de programme. Il y a plein d'autres exemples de grid city ou de cradle to cradle qui sont intéressants, mais l'architecture répond à une discipline. L'urbanisme, c'est la réponse de tout. Voilà. On parlait des transports aussi. Le fait d'avoir fabriqué aujourd'hui le Grand Paris, vous avez dû tous en entendre parler, on est en train de réparer une erreur qui avait été faite à une époque entre Paris et les villes nouvelles, qui en fait étaient tellement éloignées de Paris que la suture n'arrivait pas à se produire, et ça a créé des aberrations même sociales. Et c'est là où je dis que l'urbanisme a une telle influence et sur l'énergie, et sur la société, et sur les comportements des gens, et sur les populations, que c'est là-dessus qu'il faut mieux s'attacher. Et le Grand Paris aujourd'hui, c'est une réponse finalement de créer des gares tout autour de Paris pour désenclaver des territoires qui sont enclavés, donc qui ont perdu une richesse même culturelle, qui peut être une richesse culturelle. Et on est en train de créer cette suture d'un Grand Paris métropolitain qui est de vaste échelle. Après, il y a toute une discussion sur la densité, les hauteurs, savoir s'il faut qu'on soit dans une politique d'étalement urbain, ce que moi je ne crois pas. L'étalement urbain, c'est l'idée de dire que la ville doit s'étaler à l'horizontale. On peut se permettre ça quand on a des grands territoires, et encore. Le problème de l'étalement horizontal, c'est qu'on va fabriquer des architectures pavillonnaires ou de petite échelle. Et on sait tous qu'une petite échelle d'architecture, elle ne va pas répondre à l'écologie aussi bien qu'un moyen ensemble ou qu'un grand ensemble. C'est pour ça qu'on arrive aussi à des architectures d'une certaine échelle. Les macrolots sont plus environnementaux que les pavillons Phoenix. C'est difficile à comprendre, mais on va avoir besoin des mêmes sources d'énergie pour une personne alors qu'on pourrait l'avoir pour 10 personnes. Donc on mutualise les énergies. Donc voilà, le Grand Paris en ce moment est une partie des réponses, notamment au transport, à une ville intelligente. Mais je pense que pour le coup, les territoires ne sont pas fédérés. Donc les architectes sont fédérés, on parlait de ça tout à l'heure dans une manière de voir l'architecture, mais pas les territoires. Merci Franklin. D'autres questions, Nicolas? La dernière peut-être. Oui, j'ai l'impression que les rares moments de la vie, je dirais, où l'urbanisme et l'art peuvent dialoguer, être mis en avant, c'est des événements comme un peu la Nuit Blanche, où j'ai l'impression que là, la population, le citoyen peut vraiment voir et interagir avec à la fois l'idée de ce qu'est un urbanisme qui peut être vertueux, spectaculaire, consolant, et un art qui est
en plus au milieu de cet urbanisme. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quelque chose qui devrait être peut-être plus périodique, ne serait-ce que pour aussi prolonger votre travail ailleurs que dans des événements limités dans le temps? Moi, je parlais avant des commandes. Bon, c'est le système un peu classique de collaboration avec des architectes. Mais petit à petit se dessinent aussi de nouveaux modes de collaboration. Par exemple, on a été, nous, sollicités à l'atelier par un urbaniste, Jamel Clouche, pour réinventer Paris. Et on était associés au groupement dès le départ. Et ça, ce sont de nouvelles modalités de travail qui sont très intéressantes, parce que j'ai toujours pensé que lorsque l'artiste arrive au dernier moment pour ses fameux 1% ou ses commandes, on vient pour du décoratif en quelque sorte. Alors que lorsque on peut être associé, et parfois même pas pour créer un objet, mais simplement dans le dispositif de réflexion et de conception, c'est beaucoup plus intéressant. Et je trouve que oui, effectivement, à mon avis, les artistes ne sont pas assez consultés en amont. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Franklin pour différents projets, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment produire du sens aussi, et une nouvelle manière de faire de l'art. Donc voilà. Je vais rajouter 2-3 trucs sur ce que tu viens de dire. Je veux bien parler un peu du 1% artistique. Le 1% artistique, en gros, c'était au début une idée extrêmement généreuse d'accorder à l'art 1% du montant des travaux d'un projet, qui représentait des sommes importantes. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus problématique, parce qu'il y a un système de commande publique qui fait que on va intégrer une architecture et la poser au milieu d'un espace, sans prendre en considération la contextualité de l'art, qui est une des questions que tu étais en train de poser, c'est-à-dire l'imbrication entre l'art, l'urbanisme et l'architecture. Et le 1% artistique, au fil du temps, a perdu de sa force, parce que c'est devenu un système traditionnel de commande. Il y a d'autres systèmes qui s'apparentent au 1% artistique, et comme on le sait maintenant aujourd'hui aussi, la commande publique a totalement perdu de la force. Les nouveaux mécènes de l'architecture, ça a été autrefois l'Église qui faisait d'une sorte de 1% artistique à une certaine époque. Après, ça a été l'État, avec les pays très puissants, étatiques, etc., qui ont sponsorisé une forme d'architecture et d'art. Et maintenant, ce sont les marques privées, en fait. C'est les marques privées qui jouent ce rôle de mécène, et qui, du coup, ont mis en place, par exemple, un autre système qui s'appelle une œuvre, un bâtiment, mais où finalement l'œuvre est beaucoup plus intégrée dans le bâtiment. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les architectes ont besoin d'argent pour construire des projets. On fait des projets avec beaucoup moins d'argent qu'avant. On n'a pas l'impression de le voir, on n'a pas l'impression de le croire, mais comme il y a beaucoup d'argent invisible, comme je le disais tout à l'heure, on essaye aussi, nous, de travailler avec des artistes pour que l'artiste puisse travailler, par exemple, sur une façade, ou puisse travailler sur un escalier, pourquoi pas, mais qui sont des éléments structurants du bâtiment dans lequel la collaboration se fait vraiment parce que c'est le même objet qu'on construit ensemble, et pas un objet qui est posé dans un contexte. Voilà. Un petit dernier mot ? Oui, justement, ce qu'on avait proposé pour réinventer Paris, c'était de s'emparer des colonnes structurelles du bâtiment qui devaient être construits, et de les rendre, de les augmenter d'un sens artistique, visuel, plastique. Donc justement, de ne pas venir plaquer une œuvre dans un bâtiment, mais de s'immiscer dans le développement d'une architecture. Merci Laurent. Merci Franklin. C'est pas mal de finir là-dessus, parce que moi, ça me permet de rebondir pour terminer cette conversation sur le fait que justement, si on écoute Franklin, si on écoute Laurent, on a envie de se dire, on en a parlé un petit peu lors de la dernière conversation, finalement une espèce de démission comme ça, partielle ou totale des collectivités, des gouvernements. Eh bien, du coup, on peut voir ça d'une façon dramatique, et on peut aussi le voir d'une façon super positive, en se disant qu'on n'a qu'à nous-mêmes à se prendre aussi en compte, retrouver le sens de l'initiative, aller faire des choses par soi-même, et attendre, ne plus attendre par contre qu'on vienne nous tendre la main, et puis se parler, recommuniquer, essayer de développer des projets privés, des projets de quartier. Je ne sais pas si vous avez un syndic de copropriété, vous pouvez très bien vous réunir pour aller voir Franklin ou Laurent et leur demander d'aller produire une œuvre dans votre immeuble. Non, mais je veux dire, il faut redevenir un petit peu utopiste aujourd'hui, sinon c'est mort, quoi. Donc, Franklin ?
Non, c'est bon, on arrête là. Merci à Franklin, merci à Laurent, merci à vous d'être venus. La petite librairie là-bas, je vous le rappelle, avec une sélection de livres qui a été conçue par Franklin et par Laurent, et également des ouvrages que Franklin et Laurent accepteront de vous signer. Ça n'est pas eux qui me l'ont demandé, c'est moi qui vous le propose. Merci. Embrace the world. We are